Salut, aujourd'hui je vous emmène en 1920 dans une histoire digne d'un multiverse de Marvel, puisque je vais vous parler d'une opposition qui a eu lieu entre le père de Sherlock Holmes, Conan Doyle, et le plus grand magicien de son époque, Houdini. Sir Arthur Conan Doyle, c'est l'un des auteurs les plus lus dans le monde, c'est le père de Sherlock Holmes. Quant à Houdini, de son vrai nom Eric Weiss, c'est le plus grand magicien de son époque. D'ailleurs, il s'est fait appeler Houdini en référence au père fondateur de la magie moderne, Jean-Eugène Robert Houdin. Sa spécialité, c'est l'évasion, on l'appelle d'ailleurs Houdini ou simplement le maître de l'évasion depuis que la police de Chicago l'a mis au défi de sortir en moins de 30 minutes d'une cellule de prison. Il a réussi d'ailleurs ce défi, pas en 30 minutes mais en 3 heures, et ensuite il a essayé des tentatives d'évasion, toujours plus risquées pour lui. Il s'est fait enfermer dans un énorme pot de lait rempli d'eau, il s'est fait enterrer vivant, et il devait s'en sortir évidemment. Il s'est fait suspendre par les pieds depuis le haut d'un immeuble, bref, il défie la mort à chaque fois. Ça fait déjà 2 décennies que ces deux personnes jouissent d'une immense célébrité dans le monde entier, mais ils ne se connaissent pas encore. Pourtant, le secret qui va les lier va aussi peut-être les détruire. C'est la chose qui va fonder leur amitié, qui va être le ciment de cette amitié pendant plusieurs années, mais c'est la même raison qui va les faire se séparer. Mais avant d'aborder le sujet d'Houdini, qui comme je vous le disais est l'un des plus grands magiciens de son époque, on va parler de l'un des plus grands magiciens de notre époque, c'est Luc Langevin. Alors attention, on dirait qu'il y a un gros parti pris parce que je suis en train de vous faire un placement de copain, je sais pas si ça se dit, mais je vais donner un peu de données factuelles. Même si dans le fond vous le connaissez sûrement parce qu'il y a déjà 1,5 million de spectateurs qui ont vu ces spectacles et vous l'avez déjà vu sur ma chaîne YouTube, on avait fait une interview à la table ensemble, puis on a fait plein de vidéos sur ma chaîne depuis 2018. Alors pourquoi je vous raconte tout ça aujourd'hui et pourquoi je vous dis que c'est un placement de copain? Parce que je voulais vous annoncer que Luc Langevin revenait en France pour présenter son nouveau spectacle qui s'appelle Vérité au Casino de Paris. Ça commence le 28 septembre et ça s'arrêtera le 1er octobre. Et il a en ouverture un invité un peu particulier, c'est moi. Je vais faire une sorte de première partie sur les 5 représentations qu'il fait de Vérité au Casino de Paris. Parce qu'avec Luc, en discutant, on s'est aperçu que, on se connaît depuis longtemps, on s'aime bien humainement, mais on aime bien aussi chacun le travail de l'autre, et on s'est rendu compte qu'on n'a jamais partagé la même scène. Et bien ce sera fait. Je suis très content qu'on puisse faire ça, et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à venir nous voir là-bas, je vous mettrai un lien dans la description. Je vais essayer de vous raconter vite fait le spectacle sans trop vous spoil. C'est le spectacle le plus spectaculaire que Luc ait jamais écrit et fait. C'est un spectacle qui mêle beaucoup de choses. La grande illusion moderne, la magie bien sûr, l'humour, le mentalisme aussi, la poésie. Et sans m'avancer, je peux dire que c'est un spectacle qui va vraiment vous marquer. Voilà, vous voyez bien que je fais référence à quelque chose que je peux pas vous dire, mais ça va vraiment vous marquer. Et si, ce que j'aime bien dans Vérité, c'est qu'on dit souvent qu'il faut le voir pour le croire. Sauf que là, dans le spectacle, vous allez vraiment réaliser que c'est pas parce qu'on voit quelque chose qu'il faut le croire et que ça existe, et c'est pas parce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas qu'il n'existe pas. Je vous résume, il vient du Québec pour seulement 5 représentations du 28 septembre au 1er octobre au Casino de Paris, et après il y aura une tournée en France. C'est un spectacle qui marche pour toutes les générations, donc n'hésitez pas à venir voir Luc Langevin et moi si vous venez au Casino de Paris sur scène. Je vous mets de toute manière tous les liens qu'il faut en description si vous voulez prendre votre place. En 1913, Houdini perd sa mère brutalement. Il est dévasté évidemment et il va aller à la rencontre de beaucoup de médiums pour essayer de communiquer avec elle. Alors ça vous paraît peut-être étrange, mais en 1913, le spiritisme est à la mode et c'est quelque chose qui pour beaucoup semble réel. C'est pour ça qu'il va commencer à essayer de rentrer en contact avec elle. Le problème, c'est qu'il va reconnaître très rapidement les techniques un peu bon marché qu'il connaît parce que lui-même les utilise en tant qu'illusionniste. En plus, ils font pas forcément attention à la crédibilité de ce qu'ils font. C'est pas des grandes techniques très élaborées comme chez les illusionnistes, puisque de toute manière, ils ne prétendent pas donner l'illusion d'eux et ils parlent à des gens qui sont convaincus. Et ça le révolte. Pour lui, c'est simplement du charlatanisme. Utiliser des techniques dans un spectacle d'illusion, c'est ok. Les utiliser en faisant croire que c'est réel pour communiquer avec les morts, là vraiment Houdini, ça le fait pas. Et c'est pour cette raison que la carrière d'Houdini va prendre un autre tournant. Il décide quasiment du jour au lendemain de faire une croisade contre ces personnes-là qui prétendent pouvoir communiquer avec l'au-delà, mais qui utilisent en réalité de simples trucages. Houdini commence à enquêter sur les médiums en assistant à un maximum de séances. Le but pour lui est de prendre des notes, de démontrer ses supercheries et de les publier. Il présentera le résultat de ses enquêtes dans plusieurs ouvrages que vous voyez apparaître ici. Et il semble pas impertinent de dire que ce que voulait Houdini, le plus profond de son désir, c'était pas de débusquer un charlatan, c'était de trouver une personne qui avait vraiment les pouvoirs qu'elle prétendait avoir pour communiquer avec sa mère.
Et c'est à partir de ce moment-là que Conan Doyle va apparaître dans la vie d'Houdini. Doyle, il fait partie des grands défenseurs du spiritisme et des médiums. Il y croit fermement, il a écrit beaucoup de livres sur le sujet, il donne même des conférences sur le sujet, et sa deuxième femme, Lady Jean, est elle-même médium. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que Conan Doyle déteste son héros qui l'a fait connaître, Sherlock Holmes, parce que Sherlock Holmes est très cartésien. Il l'a toujours eu en horreur et c'est même pour ça qu'il va le tuer en 1893 dans une nouvelle, puis le ressusciter en 1901 contre une forte somme d'argent que lui propose son éditeur. Et l'intérêt qu'a Conan Doyle pour le spiritisme et l'au-delà trouve ses racines dans les mêmes raisons que celles qui ont poussé Houdini à s'y intéresser. Je prends mes notes pour écorcher aucun nom ou aucune date, mais malheureusement Doyle a perdu beaucoup de personnes. Sa première épouse Louisa est morte d'une tuberculose, son fils, Kingsley, est décédé d'une pneumonie en 1918, soit 2 ans avant l'histoire qu'on va raconter là. Son frère cadet est mort également d'une pneumonie en 1919, mais aussi ses 2 beaux-frères, ses 2 neveux durant la Première Guerre, etc., etc. Ce qui l'a fait tomber d'ailleurs dans une lourde dépression. Et cette dépression, il va s'en sortir grâce au spiritisme, qui va l'aider à remonter la pente tout en prenant contact avec les défunts. Alors d'un côté, on a Houdini qui a décelé directement les supercheries et qui est très déçu de ne pas pouvoir rentrer en contact avec sa mère. Et de l'autre côté, on a Conan Doyle qui est convaincu qu'il est entré en contact avec son fils et qui pourrait tout donner pour prouver au monde entier que le spiritisme, ça existe bel et bien, c'est quasi scientifique pour lui. En 1920, après avoir lu Miracle Mongers and Their Methods, Conan Doyle envoie une lettre à Houdini. Il le félicite pour ses travaux, pour son enquête. Il lui dit au contraire que c'est très bien de débusquer tous ces faux médiums, tous ces charlatans, pour qu'on puisse reconnaître enfin ceux qui ont un véritable don, un véritable pouvoir. Alors ça fait sourire Houdini de se dire que quelqu'un comme Conan Doyle croit au surnaturel, néanmoins il reste flatté qu'un homme de sa trempe et d'une telle notoriété s'intéresse à son travail. Et ils vont s'écrire comme ça un certain temps, quelques échanges épistolaires, jusqu'à temps que Doyle invite Houdini à dîner à Londres. Lors de cette première rencontre, le dîner se passe très bien et les deux s'entendent à merveille. C'est-à-dire que dans un sens, Doyle prend beaucoup la parole et met beaucoup de cœur à expliquer par contre à Houdini que le spiritisme existe bel et bien, que l'au-delà existe bel et bien. De son côté, lui, Houdini, ne se voit pas clamer trop haut ou trop fort vis-à-vis de Doyle et de ses invités, que dans 100% des cas, selon lui, c'est du charlatanisme. Donc il va protester et il va surtout passer son temps à faire quelques numéros d'illusionniste pour montrer qu'on peut facilement duper quelqu'un. Et là, on entre dans une autre dimension. Doyle adore les numéros que fait Houdini. Il est très impressionné, tellement impressionné qu'il est persuadé qu'en réalité, il n'y a pas de truc. Houdini a un don particulier. Donc là, Houdini change de position et exprime sans aucun doute que ce qu'il fait, ce sont de simples tours de passe-passe, qu'il y a un trucage et qu'il n'a aucun pouvoir. Sauf que Doyle ne va pas le croire. Il se dit soit il a des pouvoirs surnaturels et il le cache, soit il croit ne pas avoir de pouvoir surnaturel, mais c'est quand même grâce à ses pouvoirs qu'il arrive à faire ce qu'il a à faire, il ne s'en rend même pas compte. Et dans tous les cas, Conan Doyle a un argument qui lui semble imparable. Il se dit, ce n'est pas parce que vous arrivez à reproduire des phénomènes à volonté avec du matériel et une méthode que certains n'arrivent pas à le reproduire d'une manière surnaturelle. D'ailleurs, par la suite, Conan Doyle va déclarer à la presse que si Houdini arrive à être le roi de l'évasion, c'est simplement parce qu'il arrive à dématérialiser son corps d'un endroit pour le rematérialiser ailleurs. En 1922, Doyle invite Houdini et sa femme Bess à les rejoindre pour passer quelques vacances. Lors de ce séjour, la femme de Conan Doyle, Lady Jean, propose à Houdini de faire une séance de médium et de spiritisme pour rentrer en contact avec sa mère défunte. Alors, il ne faut pas oublier que depuis le départ, dans le fond, Houdini, sa première démarche, c'était de vouloir rentrer en contact avec sa mère. Il veut y croire à la base, il attend juste une preuve probante. Et pour l'instant, l'accumulation des démonstrations de charlatanisme et d'escroquerie lui font perdre le goût, mais il reste toujours une étincelle en lui, donc il accepte. Il s'installe à table et il dit qu'il a l'esprit ouvert, qu'il est prêt à accueillir tous les messages qu'il pourra recevoir et qu'il est ici sans aucun jugement préalable. La séance démarre et très vite, Jane Doyle rentre en transe. Sa grande spécialité, c'est l'écriture automatique. Et elle écrit des mots qui proviennent de Cecilia, la mère d'Houdini. Un message relativement banal. J'en ai une copie que je vais vous lire. Je suis heureuse de te parler, je suis fière de toi, je suis au paradis et c'est un lieu sublime, je vais bien.
Houdini va alors demander à sa mère si elle peut lire dans ses pensées, ce que Lady Jane affirme. Alors elle écrit, et au total, elle écrira 5 pages complètes. Mais au final, Houdini est très déçu. Il est plus que déçu, il est en colère. Ce jour-là précisément, c'était le jour de l'anniversaire de la mère d'Houdini. Et elle n'en a pas fait référence, elle n'en a pas fait mention. Tous les mots écrits sont dans un anglais impeccable, alors que la mère d'Houdini ne parlait que hongrois et yiddish. Chacune des pages est signée par une petite croix catholique, alors que la mère d'Houdini était juive. Quant à la lecture de pensée, Houdini pensait à son ami Powell, et évidemment, la mère d'Houdini ne l'a pas trouvé. Alors Houdini ne veut pas gâcher la fin des vacances, il ne veut pas d'ailleurs mettre un coup de canif dans l'amitié qu'il a avec les Doyle. Il est quasiment certain d'une chose, c'est que les Doyle n'ont pas voulu le duper, n'ont pas monté une supercherie consciente. Donc au fond de lui, il pense qu'ils se sont un peu empêtrés dans leurs propres croyances et qu'ils sont eux-mêmes persuadés qu'elle arrive à communiquer avec les défunts. Il ne dit rien de spécifique, ni en bien ni en mal, et les vacances se poursuivent. Mais Houdini, peu de temps après, dans la presse, va déclarer qu'il n'a toujours pas eu de démonstration et de preuves probantes sur le fait que le spiritisme existe et qu'on peut avoir contact avec les défunts. Et cette annonce publique va profondément vexer les Doyle. En 1922, le magazine Scientific American propose un prix de 2500 $ à quiconque serait capable de démontrer l'existence d'un effet surnaturel. Parmi les médiums qui vont s'y présenter, il y en a une particulièrement qu'affectionne Conan Doyle, dont il vend tous les mérites. Il s'agit de Mina Crandon, une médium très réputée à Boston, et Doyle est persuadé que Mina, appelée aussi Marjorie, va démontrer d'une manière irréfutable à Houdini que les médiums existent bel et bien. Les arguments jouent en la faveur de Doyle parce que Mina Crandon, elle est mariée à un brillant chirurgien de Boston. Elle ne fait jamais payer ses séances de médium et ses consultations. Et d'ailleurs, elle a déjà exprimé publiquement qu'elle ne voudrait pas du prix de 2500 $, qu'on pourrait en faire ce qu'on veut. Donc, puisqu'elle ne fait jamais payer, qu'elle n'est jamais intéressée par l'argent, c'est pour le grand public une preuve que c'est bel et bien une médium. Houdini fait partie du comité qui reçoivent les médiums pour voir leurs démonstrations et attester si vraiment raisonnablement il y a eu quelque chose de surnaturel ou pas, d'ésotérique ou pas. Mais évidemment, il ne va pas rencontrer chacun des médiums. Le comité ne fait pas toujours appel à lui. Il est composé d'autres personnes, des psychologues, des scientifiques, etc. Jusqu'au jour où Houdini apprend dans le journal qu'on va décerner le prix à Mina Crandon alors qu'il ne l'a jamais rencontrée. Et en réalité, ils ne l'ont pas conviée à la rencontrer parce qu'ils ont déjà réalisé plus de 80 séances avec elle et que toutes ont été concluantes. Le 23 juillet 1924, Houdini se rend précipitamment à Boston et exige d'assister à une séance. Marjorie accepte, reçoit tout le comité, il s'installe chez elle, dans son grand salon, la pénombre est mise et elle commence à rentrer en contact avec son frère défunt. Parce qu'elle affirme que c'est d'abord en rentrant en contact avec son propre frère à elle, défunt, qu'elle rentre en contact avec le reste des défunts. Et des phénomènes se produisent. La table de spiritisme se met à bouger, une clochette isolée se met à tinter. Évidemment, on ne voit rien parce qu'on est dans le noir, mais de toute manière, tout le monde touche la main de tout le monde. Vous savez comment ça se passe, hein, on se met autour d'une table et on connecte les mains ensemble, ce qui est une preuve irréfutable que personne ne peut toucher au centre de la table ou la faire bouger. À la sortie de la séance, Houdini est impressionné. C'est bien la première fois d'ailleurs qu'il est autant impressionné par quelqu'un. Impressionné mais pas dupe. Pour lui, la supercherie est très claire. Pourtant, pour les autres personnes du comité, il reste persuadé qu'elle a de réels pouvoirs. Alors Houdini va créer une boîte, pas n'importe quelle boîte, une boîte pour la médium qui va s'appeler la Marjorie Box. Le but est que pendant la séance, Marjorie soit dans la boîte dont seulement la tête dépasse, ce qui l'empêcherait de bouger de manière subtile la clochette ou d'interférer avec des mouvements potentiels de la table à l'aide de ses pieds. Il va y avoir plusieurs séances, bien sûr, plusieurs tests. Dans aucune des séances où Marjorie est enfermée dans la Marjorie Box, il ne se passe quelque chose. Dès qu'elle est plus libre complètement de ses mouvements, la clochette ne sonne plus, la table ne bouge plus. D'ailleurs, Houdini avait anticipé. Elle n'est pas pieds et poings liés. C'est vraiment une boîte où elle a de l'espace pour bouger parce qu'elle avait dit que si on la liait, elle ne pouvait pas rentrer en contact. Donc il a respecté ses demandes et cette boîte est vraiment très large. Vous en avez sûrement là une photo à l'écran.
Houdini vient de tuer la réputation d'une des plus célèbres médiums. Et ça, Doyle le prend très mal, il le prend comme un affront. Et d'ailleurs, il va le dire publiquement, pour lui, Houdini a saboté sciemment les séances et les tests de Mina. Cette fois, entre Doyle et Houdini, l'amitié est définitivement rompue. Et pour l'anecdote, cette boîte va devenir tellement célèbre qu'elle va intégrer le spectacle d'Houdini, spectacle où il dénonçait les charlatans. De là, Houdini et Doyle n'ont plus aucun contact, presque un contact télépathique parce qu'ils se suivent l'un l'autre. Quand Houdini va faire la tournée de son spectacle qui dénonce les charlatans, Doyle, en même temps, va faire la même tournée, c'est-à-dire les mêmes villes, après qu'Houdini soit passé pour donner des conférences sur le sujet du spiritisme et de la médiumnité pour ramener un peu les gens dans la bonne croyance, selon lui. Et plus la tournée du spectacle d'Houdini avance, plus il se crée un ennemi. La communauté des spirites, la communauté des médiums, il devient leur ennemi juré numéro 1. D'ailleurs, il va même proposer une loi pour interdire cette pratique. La loi ne sera pas adoptée, comme vous le savez sûrement déjà, mais en parallèle, il va écrire un livre pour les policiers où il va leur expliquer toutes les techniques que les pickpockets utilisent. Il les connaît, lui, en tant que magicien et homme de scène, les techniques de cold reading, de lecture à froid, pour mieux identifier ce qui se passe, pour mieux détecter un charlatan, etc. Alors certaines personnes pensent que la mort d'Houdini aurait été préméditée ou commanditée. C'est une allégation, rien n'est là pour étayer ça, et si on n'a pas de preuve que ça avait été prémédité, je peux néanmoins vous raconter les faits. Le 22 octobre 1926, Houdini se trouve en spectacle au Théâtre Princesse à Montréal, Theatre Princess, et à cette époque, il disait qu'il était invincible en spectacle, et il invitait régulièrement des personnes de forte constitution à lui donner un coup de poing dans le ventre, coup de poing qu'il encaissait à chaque fois. Ce soir-là, Houdini est assis dans l'un des canapés de sa loge et reçoit des étudiants de l'université McGill. L'un des étudiants, Jocelyn Gordon Whitehead, demande si vraiment il est invincible et s'il peut lui donner un coup de poing pour le tester. Houdini accepte, mais l'étudiant va enchaîner directement. Houdini n'a pas eu le temps de se préparer, il est toujours assis dans son canapé, il vient à peine de dire oui que l'étudiant va lui mettre 4 à 5 coups de poing énormes, extrêmement bien placés, et Houdini n'était pas du tout prêt à ça, il va ressentir une énorme douleur considérable. Les jours qui vont suivre, Houdini va avoir de violentes fièvres et des douleurs atroces à son ventre, mais il veut continuer la tournée du spectacle coûte que coûte, il va la continuer sans voir de médecin, il veut même pas en parler, et alors qu'il est sur scène en train de se produire à Détroit, il va s'écrouler sur scène, s'effondrer littéralement, être emmené à l'hôpital, ils vont essayer de lui retirer l'appendicite, mais rien n'y fait. L'infection était déjà trop avancée et Houdini va décéder d'une péritonite aiguë le 31 octobre 1926. Il y a deux hypothèses sur les circonstances de sa mort. Aucune des deux n'est vraiment confirmée et il s'agit probablement d'un mix des deux. La première, c'est que Houdini souffrait déjà de maux de ventre avant sa rencontre avec Whitehead. Son appendice était sûrement déjà infecté et une péritonite aurait été, quoi qu'il arrive, inévitable. La deuxième, c'est que les coups de poing de Whitehead auraient rompu l'appendice de Houdini et provoqué la péritonite aiguë. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'Houdini n'était pas complètement fermé avec l'idée qu'on puisse communiquer avec l'au-delà. Simplement, il n'est jamais parvenu à trouver des preuves irréfutables qui lui permettaient de confirmer leur existence. D'ailleurs, avant de mourir, il a composé un code de 10 mots avec sa femme. Il n'y avait vraiment que Houdini et sa femme qu'il connaissait, et ils avaient dit si l'un de nous deux vient à mourir, alors l'autre viendra lui transmettre ce code depuis de l'au-delà, si l'au-delà évidemment existe et si on est capable de communiquer avec les personnes disparues. Évidemment, sa femme n'a jamais reçu le code. Houdini, qui avait trompé la mort tant de fois dans sa vie, ne l'avait pas vu arriver le jour de ces fameux coups de poing, mais ça me tenait à cœur depuis longtemps de vous partager l'histoire d'Houdini, ou tout du moins une partie de son histoire, et surtout ce qui m'a toujours fasciné de me dire qu'il a vécu en même temps que Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, qu'ils se sont croisés, qu'ils ont eu des interactions, une amitié et puis ensuite une séparation vis-à-vis du sujet qu'on a vu là dans la vidéo. Je trouve ça un petit peu fascinant de regarder à l'extérieur depuis notre époque alors qu'on a une imagerie d'Houdini, une imagerie de Sherlock Holmes et de Conan Doyle et de revoir tout ça mélangé, je trouvais ça un petit peu incroyable. Comme je trouverais ça incroyable de vous voir du coup au spectacle de Luc Langevin au Casino de Paris. Et sinon, moi je ne serais pas sur sa tournée, j'ai ma propre tournée avec mon propre spectacle, mais s'il passe près de chez vous, n'hésitez pas vraiment à aller le voir, je vous le rappelle, je vous mets tout dans la description. A très bientôt, ciao!